Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'attendiez les amis, et oui, elle est enfin là. Il est temps de dire willkommen à notre nouvel entraîneur, Hansi Flick. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché, je ne suis pas un grand fan de Hansi Flick. Voilà, ce n'est pas une nouvelle pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Je l'ai déjà dit avant qu'il soit entraîneur et je le redis maintenant, voilà, ce n'était pas mon premier choix. Comme ça, vous savez tout. Comme ça, je n'ai pas besoin de le redire aussi, parce que au final, on s'en fout, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est fait. Ce qui est fait, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit content ou pas, il est le nouveau coach. Et comme tous les coach au Barça, je lui souhaite évidemment de réussir parce que avant tout, ce qu'on souhaite, c'est la réussite du club. Peu importe le coach, peu importe les joueurs, c'est logique quoi. Donc maintenant que c'est dit, on va voir un petit peu ensemble qui est Hansi Flick et qu'est-ce qu'il va pouvoir aussi un petit peu apporter à ce Barça-là. Qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver au Barça et qu'est-ce qu'il pourra potentiellement faire. Donc Flick a commencé comme entraîneur du FC Bammental, donc non ce n'est pas un fromage, c'est une équipe en Allemagne, c'était sa dernière équipe je crois en tant que joueur, mais bon ça on va pas vraiment parler, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse non plus. Il signe en 2000, année 2000 avec Hoffenheim et il reste là-bas pendant 5 ans avec un bilan assez mitigé, 195 matchs avec en moyenne 1,59 points par match. Je sais pas s'il est vraiment renvoyé de là-bas ou quoi, mais je crois qu'il part en cours de saison, genre en novembre, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc à l'été d'après, il signe à Salzbourg en tant qu'entraîneur assistant cette fois-ci. Il y reste 2 mois seulement, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il a eu l'opportunité d'aller après être l'assistant de Joachim Löw avec la Mannschaft. Donc je pense qu'il est resté 2 mois à Salzbourg et ensuite il s'est envolé avec sa sélection. Donc c'est là qu'il fait le plus gros de sa carrière, Hansi Flick. Franchement, il reste énormément de temps avec la sélection, que ça soit en adjoint de Joachim Löw ou en tant que directeur sportif aussi. Il est adjoint de Joachim Löw, donc celui qui se fait des bouliches là et qui les renifle après. Enfin bref, on passe les détails. De 2006 à 2014 avec la réussite qu'on connaît. Ensuite 3 ans comme directeur sportif donc de la Mannschaft toujours, pour revenir ensuite à Hoffenheim dans le rôle de directeur sportif cette fois-ci pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il reste là-bas. Donc à l'été 2019, il devient l'assistant de Niko Kovac au Bayern avant de devenir entraîneur par intérim parce que Niko Kovac s'est fait virer tout simplement. Donc il devient entraîneur par intérim, reste là-bas pendant 1 an et demi. Évidemment, au moment où il devient entraîneur intérim, il reprend le Bayern qu'on connaît bien car on s'est fait écraser par ce Bayern-là et ce Bayern-là écrasera d'ailleurs toute l'Europe et ira chercher sur plusieurs mois, mais ira chercher le fameux sextuplé que seul Guardiola et Hansi Flick sont allés chercher, si je ne me trompe pas. C'est peut-être à ce moment-là aussi que tous les fans du Barça, enfin certains fans du Barça ont commencé aussi à admirer un petit peu Hansi Flick quand il nous a écrasé avec son Bayern. Ça fait un petit peu syndrome de Stockholm, je vous l'accorde, mais peu importe, j'imagine que c'est humain aussi. Donc le Bayern de Flick, c'est quand même 2,53 points par match en moyenne, le laps de temps où il est resté, c'est-à-dire 1 an et demi. C'est quand même pas dégueu en termes de victoire, on est quand même sur un bon ratio quoi, j'ai envie de dire. Pour vous donner un exemple, le Bayern de Guardiola c'était une moyenne de 2,41 points par match et le Barça de Guardiola aussi, on reste sur Guardiola, c'était 2,36 points gagnés par match. Voilà, donc ça vous donne une idée à quel point la performance aussi de Hansi Flick au Bayern était quand même assez impressionnante évidemment. Le Bayern de Flick est considéré par certains aussi comme un des meilleurs Bayern de tous les temps. Après ça a duré 1 an et demi, donc à voir comment ce serait passé. On sait que les 6 premiers mois sont extrêmement bien passé pour Flick, il a gagné tout ce qui était possible de gagner. La saison d'après, il me semble le Bayern a gagné le championnat. Seulement, j'ai envie de dire, voilà. Me tombez pas dessus, je dis juste qu'il a gagné, voilà, il s'est fait éliminer je crois de la Coupe d'Allemagne au 3e tour, si je me trompe pas, contre une petite équipe, je me souviens pas très bien. Et je crois qu'ils se sont fait sortir par le PSG, donc qui avait pris sa revanche de la saison d'avant où ils avaient perdu en finale de Ligue des Champions. Donc bref, le constat est plutôt positif pour Flick et avec son Bayern qui a
a réussi à raviver un petit peu la flamme, ou en tout cas à faire redevenir un petit peu la machine qu'elle était, parce que le Bayern de base est quand même une machine depuis un certain temps. Nous on connaît un petit peu, le Bayern c'est un peu notre bête noire aussi, on s'est longtemps, souvent fait marcher dessus par le Bayern, peu importe les coachs, donc on sait que le Bayern c'est quand même une sacrée machine, et avec Kovac ça s'est plutôt mal passé, et Flick a réussi à relancer cette machine. Donc il décide de partir du Bayern, je crois que c'est une décision de lui-même, voilà, il s'est pas fait virer, hein, je ne crois pas, il a voulu juste partir. Donc il reprend le flambeau de la Mannschaft, de son ancien patron, du coup, à la tête de la Mannschaft. Et là, le bilan est un petit peu plus mitigé, évidemment. Je crois qu'il est... je sais pas s'il est renvoyé. Il est resté 2 ans à la tête de l'Allemagne. Tout ça pour arriver en Coupe du Monde et se faire éliminer donc par le Japon. Le bilan est donc un petit peu plus mitigé parce que en moyenne, il est à 1,72 points par match. Ce qui est quand même très différent de son 2,53 points par match de son Bayern. Le contraste est quand même vachement élevé. J'ai envie de dire entre les deux. Mais ça peut s'expliquer assez simplement, assez facilement. C'est tout simplement que eh bien son Allemagne, ce n'était pas son Bayern. Il lui manquait énormément de profils très spécifiques, on va dire, qui étaient vraiment utiles dans son équipe au Bayern. Des profils qui convenaient, on va dire, parfaitement au coach, quoi. On parle évidemment de Lewandowski, de Alphonso Davies, de Thiago ou même Alaba en défense. Tous ces gars-là, ils n'étaient pas allemands. Malheureusement pour Flick, ils n'étaient pas allemands. Donc quand tu passes d'un Bayern où la machine est bien huilée, où tu as des profils spécifiques qui conviennent parfaitement à ton football, avec la sélection c'est différent. Tout est différent de toute façon, mais tu n'as pas forcément les mêmes profils pour reproduire un petit peu ton football, et peut-être que ça colle moins. Maintenant qu'on a fait un petit peu le CV du coach, on va passer un petit peu au terrain, j'ai envie de dire, ce qui nous intéresse le plus au final dans l'histoire. Enfin, certains, ça les intéresse, d'autres un petit peu moins. Donc on va passer directement à la vidéo. J'ai sélectionné quelques petites séquences, alors pas énorme, hein, vraiment très peu de séquences. J'ai envie de détailler au maximum la vidéo, mais je vais pas faire un film d'1h30 non plus. C'est un peu lourd comme vidéo à regarder pour certains. Donc j'ai sélectionné quelques séquences juste pour donner un petit peu une idée aussi de comment jouer le Bayern de Flick et son Allemagne. Donc on commence tout de suite avec une petite séquence intéressante du Bayern. Alors c'est la finale de Ligue des Champions, PSG Bayern, gagnée par le Bayern. Pour vous donner un petit extrait du fameux pressing de Flick, tout simplement, enfin du Bayern en tout cas de Flick. Et là donc on a une équipe quand même qui presse très très haut. Donc ce que Flick demande à son équipe, c'est d'être très agressif dans son pressing, de presser très très haut. L'équipe n'hésite pas. Là, concrètement, on a Lewandowski qui est allé presser le gardien. On a Coman qui a laissé son aile gauche pour aller presser dans l'axe. Donc une équipe qui presse de manière très agressive et de manière aussi assez verticale. Donc assez concentré dans l'axe finalement. Donc Coman qui est venu presser directement le défenseur central, Lewandowski qui était allé presser le gardien, Müller qui est sorti aussi, on sait que Flick joue en 4-2-3-1, mais Müller est quand même sorti presser, on va dire plus haut, le défenseur central. On a Gnabry qui est là, qui est normalement ailier, donc qui est positionné plus sur l'aile, qui est allait presser aussi le porteur. Il était plutôt axial de base ici, Marquinhos qui était en 6. Et donc on a, je crois que c'est Gnabry du coup, qui va presser, je pense que c'est le latéral ou alors c'est le milieu. Non, ça devait être le milieu et là ça doit être Bernat, pourquoi Bernat, le latéral gauche, là, je sais plus comment il s'appelait. Bref, là c'est le milieu de terrain. Donc on a Gnabry qui vient le presser et là on voit quand même Goretzka qui vient presser, qui s'approche, quoi, qui monte encore une fois au pressing. Une fois que le milieu de terrain joue sur Marquinhos, on a Kimmich qui est là assez haut pour bloquer la passe potentielle sur le côté, et on a Coman qui va aller presser dans le dos de Marquinhos, plus Goretzka qui s'approche encore de lui, qui vient pour fermer aussi potentiellement la passe vers, ça devait être Herrera qui est là. Marquinhos qui n'est pas forcément aidé et qui est de toute façon pas forcément milieu de terrain, donc qui essaie de rejouer en fait avec son milieu, mais le pressing est beaucoup trop, on va dire, agressif, et le pressing est tellement agressif que le Marquinhos il fait un petit peu, on va dire, caca culotte, et du coup il loupe un petit peu sa passe, il donne dans le dos du milieu de terrain qui était déjà un petit peu parti vers l'avant, et voilà. Donc là on a vraiment un quadrillage assez resserré, on a un bloc assez
haut. Là je pense que c'est Kimmich, mais parce qu'il y avait Thiago aussi, alors je sais plus exactement, je vois pas très bien là sur l'image, je vous avoue. Soit Thiago est vers ici et Kimmich est monté très haut, soit c'est l'inverse, Kimmich est un peu plus bas et là c'est Thiago. Mais on a Goretzka, un des deux milieux, un des deux doubles pivots qui monte aussi très haut pour venir récupérer. Donc on a un quadrillage assez serré de Müller, les deux ailiers qui sont là au final. On a Coman qui de base est ailier gauche, donc qui est censé presser le Kehrer qui est latéral droit, et Coman qui se retrouve carrément là. Donc vraiment des ailiers qui n'hésitent pas à sortir de leur position pour étouffer l'adversaire. Encore un exemple de pressing, cette fois-ci donc le PSG qui essaie de ressortir. On a une équipe toujours aussi agressive qui vient presser, Coman qui vient fermer l'angle de passe pour, je pense que c'est Di Maria, il me semble, ou alors Herrera qui est redescendu, je ne sais plus. Thiago Alcantara qui est très haut aussi, qui est venu presser. On a Lewandowski et Müller toujours très haut aussi qui viennent presser, Gnabry de l'autre côté, Goretzka de l'autre côté, bref. Donc une équipe qui presse de manière très agressive, qui récupère la balle et qui va essayer d'attaquer directement. Le fait de récupérer aussi, le fait de récupérer le plus vite possible, de presser aussi de manière agressive à plusieurs, ça te permet de, quand tu récupères le ballon, là ils sont en supériorité. Tu as 3 joueurs du PSG dans cet espace-là, où il y a la perte de balle de Kehrer, et tu as 4 joueurs du Bayern. L'action n'aboutit pas, bref, on continue un petit peu, on accélère, et on voit donc un exemple aussi du jeu d'Hansi Flick avec ses équipes. Un jeu qui n'hésite pas et qui est même très souvent assez long. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, certains se sont foutus de ma tronche en disant que c'était assez drôle que je dise que la tactique en soi, la manière d'attaquer de Hansi Flick se rapproche un petit peu de celle de Xavi, dans le sens où des fois il va balancer des longs ballons devant, comme a pu le faire le Barça quand ils avaient du mal, quand ils n'avaient pas envie de construire ou qu'ils ne pouvaient pas construire. Ils n'hésitaient pas à jouer long souvent sur des appels de balles des attaquants, et là c'est exactement ce qui va se passer, et c'est pas juste une fois, hein, c'est plusieurs. Donc Boateng qui n'hésite pas à jouer long sur Gnabry qui fait son appel dans la profondeur, la balle va être repoussée, mais bon bref, c'est juste pour montrer que les défenseurs n'hésitent pas à jouer long sur les appels des attaquants. On n'est pas obligé de passer par Thiago, alors que Thiago est un manieur de ballon comme pas grand monde, comme personne même, j'ai envie de dire, qui fait des passes magnifiques, et pourtant Boateng n'hésite pas à balancer un long ballon et à jouer directement vers l'avant. Le Bayern de Flick, c'est aussi donc les espaces entre les joueurs, entre chaque joueur. On voit donc là il y a Thiago, ça c'est par rapport au match. En début de match, Thiago descendait un petit peu moins bas, plus le match avançait, plus il descendait assez bas pour sortir du marquage c'était Paredes, je crois. Donc là on voit les espaces entre chaque joueur, on voit l'espace entre Thiago et Müller, on voit l'espace entre Müller et Alphonso Davies et Alaba et c'est Travis Martinez, je crois. Donc là ça doit être Goretzka et là Kimmich. Donc on voit un quadrillage assez large de cette équipe du Bayern qui essaie d'exploiter au mieux, on va dire, au maximum la largeur du terrain. Donc ça c'est un peu ce qu'on pouvait voir de Xavi aussi, dans le sens où, en tout cas en théorie sur le papier, des joueurs très espacés, très loin les uns les autres. Souvent ce qu'on disait cette saison, c'est que les attaquants étaient très très loin en fait, et que les milieux venaient pas redescendre chercher la balle, les milieux offensifs. Les milieux comme Gundogan, comme Pedri, des fois comme Fermin, ceux qui jouaient un peu dans les demi-espaces, souvent ils étaient très hauts et on avait du mal à les trouver. C'était voulu, c'était clairement voulu tactiquement par le coach, et c'est un peu ce qu'on voit aussi avec ce Bayern. Des joueurs qui sont très hauts et très loin les uns les autres. Donc c'est pas vraiment un souci quant à Thiago Alcantara, parce que Thiago, la qualité de passe, c'est incroyable. Thiago qui va trouver, qui va casser toute cette ligne tout ce pressing là. Bon, après le pressing du PSG n'était pas forcément très bien organisé, mais Thiago qui va trouver plein axe comme ça, qui va casser tout ce pressing là, ou ce pseudo pressing, parce que les attaquants c'était quand même Mbappé, Neymar et Di Maria, donc c'est pas les plus gros, les joueurs les plus rigoureux dans le pressing. Donc il va casser la ligne de pressing et il va tomber sur, alors je sais pas si c'est Gnabry, peut-être que ça doit être Gnabry qui doit être axial. Kimmich a pris le couloir. Donc là on voit Kimmich qui n'hésite pas, donc le latéral droit et le latéral gauche on le voit pas, mais Alphonso Davies aussi qui prend le couloir, Kimmich qui prend le couloir. Donc là il y a énormément d'espace, c'est ce qui va se passer. Là le contrôle va être un petit peu compliqué de la part de Gnabry, il va se faire presser par Kimpembe qui est un joueur aussi très agressif, et il va y avoir perte de balle. Qui dit perte de balle, quand ton bloc est très haut et quand tes joueurs sont très espacés, dit danger, et forcément énormément d'espace dans le dos de ta défense. On a
la moitié de l'équipe du Bayern qui est dans la moitié de terrain du PSG. Et en face, on a Mbappé qui court très vite. Donc là, on a Marquinhos qui va le lancer. Kimmich qui est très loin, qui a été monté dans le couloir droit. Donc au final, si tu loupes ta passe ou un contrôle, ça peut être très dangereux derrière. Et c'est ce qu'on va voir. Marquinhos va lancer Mbappé qui se retrouve en 1 contre 1 avec Boateng. Neymar qui se retrouve en 1 contre 1 contre Alaba. Di Maria qui va se retrouver en 1 contre 1, on va dire, contre Davis. Donc ces joueurs-là du Bayern qui courent revenir défendre. Et on a un 3 contre 3. Donc vraiment énormément un gros danger sur la cage du Bayern. Mbappé qui va servir donc Neymar. Alaba qui va essayer de revenir et tacler, mais qui va pas réussir à contrer la balle. Mais heureusement, au cage, le Bayern, ils ont Neuer et du coup, il sort la parade qu'il faut, tout simplement. 2 secondes après, il va ressortir une autre parade avec son pied et contrer la balle de Neymar pour Di Maria qui était seul face au cage complètement vide. Donc ça, voilà. La différence avec le Bayern et le Barça, c'est qu'évidemment le Bayern, ils ont Manuel Neuer, quoi. Donc ce n'est pas vraiment une critique sur Flick, mais c'est plutôt une petite remise en contexte, dans le sens où imaginez cette occasion-là, cette perte de balle plein axe et cette contre-attaque du PSG avec ces joueurs-là contre notre Barça actuel. Imaginez remplacer tout simplement Ter Stegen par Manuel Neuer et franchement, je suis pas sûr que... je pense qu'à la 17e minute, il y aura un 0 pour le PSG, quoi. Et encore une fois, c'est pas pour tomber, c'est pas contre Ter Stegen, mais c'est juste que c'est la réalité. Donc comme je l'ai dit juste avant, le quadrillage du terrain, les espaces, les distances entre chaque joueur, elles sont assez élevées franchement. Donc là, on a Goretzka qui est redescendu un petit peu. Au début de l'action, c'est juste avant, c'est Thiago qui est redescendu, après il est un peu parti. Là, cette fois-ci, c'est Goretzka qui vient demander le ballon. Il y a Coman aussi qui vient quand même demander le ballon, mais il y a quand même des sacrés espaces entre chaque joueur. Une énorme distance entre les deux centraux, une énorme distance entre le défenseur central Alaba et Davis. Bref, vous m'avez compris. Lui, il fait son appel. Alors, je pense que c'est Müller qui fait son appel alors qu'il est là, quoi. Il fait l'appel pour Goretzka, il demande le ballon alors qu'il est là. Je veux dire, la distance est immense. Voilà, quoi. Mais ça, c'est pas un problème pour le Bayern de Flick parce que c'est aussi leur manière de jouer, de quadriller le terrain et d'utiliser un maximum d'espace pour étirer aussi au maximum cette équipe du PSG. Comme je l'ai dit, ça a ses points positifs et ses points négatifs. Les points positifs, c'est que, comme je l'ai dit, donc tu écartes un maximum cette équipe du PSG. L'équipe du PSG, si toi t'as des grandes distances et beaucoup d'écart entre chacun de tes joueurs, eh bien le PSG ça va être pareil. C'est-à-dire que si Mbappé ou Neymar veut presser le défenseur central, si Mbappé vient presser Goretzka et si Di Maria ou je ne sais qui reste sur Alphonso Davies, ils vont avoir une distance énorme entre chaque joueur et ils pourront pas venir presser de manière compacte, en tout cas étouffer un joueur. Parce que chacun va prendre un joueur et ils seront très espacés aussi, quoi. Par contre, si tu loupes ta passe et si tu perds un ballon, eh bien le contre-pressing va être plus compliqué, tu vas devoir courir des plus longues distances. C'est logique. On passe maintenant au Japon. Alors le Japon, au Japon... Allemagne-Japon, donc évidemment c'est pas un match positif pour Flick parce que c'est le match de l'élimination en Coupe du Monde. C'était pour donner un exemple aussi de cette équipe du Japon qui a posé beaucoup de soucis à cette Allemagne de Flick. Une Allemagne de Flick qui n'était pas la même que son Bayern évidemment, avec un double pivot Gundogan Kimmich. Donc un double pivot qu'on appellerait peut-être aussi porte ouverte, invitation à se faire ouvrir plein axe. C'est pas les meilleurs milieux défensifs de la terre, enfin en termes de défense, je veux dire c'est pas les plus solides, les plus costauds, les plus agressifs, même si Kimmich est assez agressif, mais Gundogan dans un double pivot, on a vu ce que ça faisait cette saison au Barça. Est-ce que Flick va vouloir le mettre dans le double pivot ou pas, je ne pense pas, franchement, à première vue. Bon, disons que c'est une possibilité, il l'a fait en tout cas avec l'Allemagne. Donc là, on avait un Japon assez agressif dans son pressing, assez regroupé aussi. Il jouait en phase défensive à 5 derrière. Enfin, on avait l'ailier qui redescendait vachement bas pour marquer le latéral gauche qui prenait le couloir, tout simplement parce que l'ailier gauche, c'était un faux ailier gauche, c'était Musiala qui rentrait dans l'axe avec le latéral gauche, donc qui prenait lui le couloir. Donc on avait l'ailier qui était presque utilisé comme 5e défenseur, comme ce qu'on peut voir avec Valverde par exemple quand on joue contre le Real Madrid. Donc beaucoup de densité dans l'axe, un 2-3-5 ou un 5-3-2, bref, deux attaquants qui pressaient principalement le double pivot avec derrière 3 milieux, donc ça donne beaucoup de densité et du coup un gros pressing sur les doubles pivots qui ont énormément gêné cette Allemagne là. Donc Gundogan sous pression de, je sais pas si c'était un attaquant ou un milieu, mais bref, qui est pressé dans son dos et qui va être pressé par celui de face aussi et donc qui va perdre la balle très rapidement et beaucoup trop facilement, on va dire. Et là maintenant c'est un peu comme ce qu'on a vu juste avant avec les espaces, c'est que si tu perds ton ballon comme ça de manière assez facile, un peu trop simple, et en plus c'est
situation très dangereuse pour ton équipe, c'est que derrière, t'as, je crois que c'est Zoule, lui, qui jouait donc latéral droit, donc qui est plus un central qu'un latéral droit, mais qui jouait latéral droit. T'as Rudiger et t'as, je crois, Schlotterbeck qui était là. Ça se prononce comme ça, je sais plus. Mais là, concrètement, t'as 2 défenseurs centraux et c'est tout. Derrière, il n'y a plus personne. Donc on a une équipe du Japon aussi qui jouait principalement bloc assez bas et qui jouait en transition. Et ça a fait pas mal de mal à cette équipe-là de Flick. Donc une équipe qui joue en transition, des joueurs du Japon qui se projettent ultra rapidement avec une équipe de l'Allemagne qui essaie de revenir tant bien que mal. Donc un jeu très direct aussi de la part du Japon, hein, qui contre direct et en 2-3 passes, ils arrivent devant les cages. Ça fait but avec un centre pour l'attaquant. C'était hors jeu de toute façon, hein, l'attaquant est 1 mètre hors jeu je pense, mais c'est pour montrer aussi le danger que peuvent apporter certaines équipes face aux équipes de Flick aussi quand il y a beaucoup d'espace dans son dos. Je parle de ça évidemment pas comme d'habitude, moi je m'en fous, je suis pas là pour tomber sur Flick, c'est pour un peu mettre aussi en parallèle nos problèmes de cette saison-là, cette saison qu'on vient d'achever avec Xavi. On a eu énormément de problèmes quand il s'agissait de presser, donc ça les équipes de Flick généralement n'ont pas vraiment ce problème-là, mais en tout cas pour défendre les grands espaces dans le dos de notre défense, ça par contre on a eu énormément de problèmes, surtout en début de saison. Avec Koundé, on se rappelle de la séquence de Koundé qui se fait un peu mélanger par Saragossa là, de Grenade, qui se retrouve en 1 contre 1. On a dû gérer en gros beaucoup de 1 contre 1 nous. Parce qu'il y avait beaucoup d'espace dans notre dos et des équipes qui savaient en profiter. On se rappelle de l'action aussi de Barcola qui part tout seul face au goal et Ronald qui fait faute pour l'arrêter. Carton rouge, élimination Ligue des Champions. On se retrouvera aussi peut-être dans ce genre de situation avec Flick, c'est une possibilité. Voilà, c'est tout ce que je dis, ni plus ni moins. Après ça c'est cadeau, c'est le but du Japon contre l'Allemagne qui les élimine avec un tir au premier poteau et un Manuel Neuer en mode Ter Stegen. Comme quoi il n'y a pas que Ter Stegen non plus qui se fait avoir au premier poteau, le grand Manuel Neuer aussi. Donc on y voit un petit peu plus clair dans ce que veut appliquer Flick à ses équipes. Un pressing très agressif, très haut aussi sur le terrain, étouffer l'adversaire le plus vite possible, récupérer le plus vite possible pour attaquer aussi le plus vite possible. Ne pas hésiter aussi à jouer très directement. S'il faut envoyer un long ballon depuis la défense jusqu'à l'attaque, il n'y a pas de problème, ils vont le faire. Donc pas forcément du jeu court, même si évidemment que ça peut arriver. Je veux dire, c'est pas que balancer des longs ballons devant, c'est pas que ça. Même si les extraits que j'ai montrés, j'allais pas montrer les gars, j'avais pas analysé tous les matchs de Flick. J'ai pris que 2 matchs comme exemple, un match très positif pour Flick, un match très négatif. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Mais voilà, c'est pour montrer un petit peu l'équipe. Analyser aussi les matchs de la sélection, c'est pas forcément rendre honneur à Flick. L'objectif d'analyser l'Allemagne, c'était pour montrer aussi que contre des équipes qui pressent et qui font en fait contre des blocs bas, avec beaucoup de densité dans l'axe aussi, on voit que Flick il a eu beaucoup de mal. Xavi, c'était aussi un petit peu son problème, il avait beaucoup de mal à trouver des solutions contre des blocs bas. En vrai, c'est le problème de beaucoup de coachs, c'est d'arriver à trouver la solution contre des blocs bas quand tu n'as pas de joueurs qui font vraiment la différence balle au pied. Quand tu as Messi, Neymar et Totti Quanti, Iniesta au milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Tu vas arriver à trouver des solutions, les mecs, tu peux les laisser fermer les yeux, c'est bon. Mais quand tu as des joueurs, vraiment un collectif, certes très fort, mais où tu n'as pas forcément de joueurs qui font la différence balle au pied, c'est toujours plus compliqué dans tous les cas. Peu importe le coach. Donc analyser les matchs de sélection, voilà, c'était principalement pour montrer ça. Le côté un petit peu négatif, pas y avoir que des côtés positifs de toute façon, ni pour un joueur, ni pour un coach, ni pour qui que ce soit. C'est pas vraiment rendre honneur au coach parce que tu peux pas analyser de la même façon des matchs de sélection et des matchs de club. Les matchs de sélection, ça dépend du coach forcément, mais c'est plus que ça. Une sélection, c'est aussi un groupe. Le groupe vit bien avec Deschamps. Par exemple, on prend l'exemple de l'équipe de France. Souvent, tactiquement, c'est un truc très simple. On va faire parler le talent des joueurs. T'as des joueurs qui font la différence, c'est bien. T'as une équipe solide, un bon gardien. Voilà, c'est des trucs assez basiques du foot parce que la sélection, t'as pas forcément le temps de mettre en place une tactique, de la travailler vraiment. T'as pas beaucoup de temps parce que les matchs en sélection, c'est pas souvent. T'as quelques matchs tous les quelques mois. C'est toujours compliqué. Tu peux pas faire une vraie prépa physique, préparer les joueurs comme tu le veux. Ils sont préparés avec leur club. Donc chacun a sa manière de se préparer physiquement. Déjà, tu dois ramener tous ces joueurs-là qui sont un petit peu dans des clubs différents. Donc voilà, c'est pareil. La forme aussi des joueurs, évidemment, ça joue.
Là, on parle de la Coupe du Monde, on parle de l'élimination de l'Allemagne, certes, mais si tu as des joueurs qui sont pas forcément, tu vas avoir un Gundogan qui va être très, très bon à City, il va jouer dans un double pivot, ce qu'il ne faisait pas forcément à City, ça va être différent. Certains joueurs qui vont pas forcément être en forme dans leur club, mais qui vont être appelés parce que tu es obligé de les appeler parce que tu n'as pas grand chose, on va dire, à te mettre sous la dent, lui faire confiance, mais il est peut-être pas au top de sa forme dans son équipe, dans son club. Donc voilà, il y a tous ces trucs qui rentrent en compte. On peut pas analyser tout simplement de la même façon les sélections et les clubs, c'est logique. Donc le contexte est bien différent au Bayern, évidemment, c'est une équipe qu'il connaît aussi parfaitement. Quand il arrive au Bayern, il a déjà été adjoint, il connaît l'équipe, il connaît la philosophie, il connaît tout du Bayern, ça il n'y a pas de problème. Donc il arrive en terrain connu et non pas en terre inconnue. Donc voilà, c'est plus simple pour lui de s'adapter. C'est pas le même contexte par exemple que le Barça actuellement. Là il connaît l'environnement, il connaît l'environnement des médias, de tout ça. L'Allemagne, il a toujours coaché ou bossé en Allemagne, Flick, donc il connaît la mentalité de ce pays-là. Tout ça, il n'y a pas forcément d'adaptation quand Flick il arrive, il reprend le Bayern. Ça, c'est logique. Donc au Barça, on en reparlera après, mais le contexte est forcément bien différent. Le Bayern de Flick, c'est pas une équipe qui est en reconstruction, c'est pas une équipe qui est dans le même contexte que celui du Barça actuel. C'est une équipe, c'est une machine bien huilée, on va dire, qui a perdu un petit peu d'huile avec Kovac, qui n'a pas réussi à faire quelque chose de cette équipe. Mais avant Kovac, il y a eu le Bayern j'ai plus son nom et je sais même pas le prononcer, mais celui qui était là avant Guardiola, qui avait gagné le triplé. Le Bayern de Guardiola a apporté quelque chose un petit peu de nouveau. Le Bayern d'Ancelotti juste après Guardiola, il me semble. Bref, il y a eu quand même une certaine continuité avec des joueurs qui se connaissaient, tout ça. Ce qui n'est pas forcément le cas au Barça. À l'époque, il a Lewandowski aussi, meilleur neuf d'Europe, meilleur buteur, qui claque des 50 buts par saison. Là, il va retrouver un Lewandowski qui est un petit peu différent. Il a Müller aussi, qui représente parfaitement cette mentalité allemande aussi, cette manière de toujours bosser, toujours travailler, faire les efforts, tout ça. Il a Neuer au cage, il a là-bas. Bref, il a des profils, on va pas tous les faire évidemment, mais il a des profils qui conviennent aussi parfaitement, des joueurs aussi qui sont vraiment des joueurs de talent évidemment. Donc le Bayern de l'époque n'est pas le Barça d'aujourd'hui, mais je pense que là je vous apprends rien jusque-là. Donc ce qu'on a pu voir du Bayern de Flick, c'est de football très direct, qui ne passe pas par quatre chemins, voilà, qui, comme je l'ai dit, qui presse très haut de manière très agressive, qui essaie d'avoir le plus possible le ballon aussi, avoir la possession, il l'a dit là, il a donné ses premiers mots, il a dit avoir le ballon, la possession, être proactif on va dire, et être offensif. Donc le Bayern de Flick, c'est un jeu offensif, risqué aussi, qui ose prendre des risques avec un bloc très haut, quitte à laisser beaucoup d'espace dans son dos, mais toujours, on va dire joueur, qui attaque, peu importe, j'ai pas envie de dire peu importe la défense, parce que ça restait quand même, il y avait une équipe quand même assez solide défensivement, mais qui pensait avant tout à attaquer, d'avoir le ballon, de presser le plus vite possible pour récupérer justement ce ballon, attaquer le plus vite possible, aller de manière très directe vers le but. Et le Barça, donc maintenant, on va parler un petit peu de ce qui nous concerne, on va revenir au présent. Et ce qu'il faut souligner avant tout, j'ai envie de dire, avec cette venue de Flick, c'est l'envie. Cette envie folle de Flick de venir au Barça, d'entraîner le Barça. Ça, il faut le souligner évidemment, parce que c'est un premier point assez positif. Voilà, on sait qu'il ne manque pas d'envie. Il a refusé plusieurs clubs anglais, avec probablement peut-être un salaire plus élevé, une équipe qui aurait pu avoir un mercato, il aurait pu faire peut-être le mercato qu'il veut. Il sait qu'en venant au Barça, c'est un contexte pas évident, encore une fois, c'est peut-être pas le même contexte que quand Xavi est arrivé, mais on en est quand même pas très loin non plus. On est un peu mieux financièrement, on a vendu la pelouse, les sièges, tout ce que tu veux, mais on n'est toujours pas dans une situation très saine financièrement. Et ça, Flick, il en est conscient, il vient quand même, il fait les efforts, il a attendu, il a été patient, il a vu un président qui a retourné sa veste indéfiniment, veste réversible, c'est assez pratique évidemment. Tu peux avoir une veste rouge un jour, le lendemain avoir une petite veste bleue, ça se marie avec toutes les tenues, c'est magnifique. Il a vu Laporta donc lui dire que ouais, il y avait moyen qu'il vienne, pour ensuite lors d'une soirée sushi endiablée avec Xavi, finalement faire confiance à Xavi et dire qu'il reste, et puis quelques semaines après voir que finalement Laporta allait virer Xavi. Donc voilà, Flick il est là, il attend, et il se dit waouh, il doit être assez conscient, j'imagine, il va pas le dire évidemment, ça serait mal partir du mauvais pied, mais il voit bien que la situation, le contexte au Barça, la gestion de certains cas est assez clownesque et assez étrange aussi pour un club comme ça. Lui, il doit pas avoir forcément l'habitude, l'Allemagne il bosse pas forcément de la même façon, tu vois, et il débarque là-dedans, voilà, donc il sait où il met les pieds. Il voit très bien comment fonctionne la direction, c'est-à-dire à l'aveugle, et pourtant il a l'air très enthousiaste et il a l'air très motivé, et ça c'est très
positif. Donc on se pose, il y a beaucoup de supporters qui se posent la question concernant le fameux ADN Barça, qu'est-ce qu'il en est. Il y a beaucoup de questions aussi sur la Masia, évidemment, est-ce que le coach va faire confiance, va avoir confiance en nos jeunes, en la Masia, et il a répondu assez rapidement à ça, première interview directe. Et ça prouve aussi son sérieux et qu'il est prêt aussi, qu'il s'est préparé en tout cas pour être coach du Barça. C'est la première déclaration qu'il fait publique. Bon, déjà, première vidéo qui sort, il parle en catalan. Ça, c'est un effort en plus de fait. C'est un petit geste, mais déjà auprès des socios, auprès des Catalans déjà sur place, c'est déjà quelque chose qui va être apprécié, je pense. C'est un petit effort, un petit clin d'œil, mais c'est toujours agréable. Et ensuite, première déclaration, il a parlé de la philosophie qui collait plutôt à la sienne. On peut être d'accord ou pas, plus ou moins, mais en tout cas, ça reste, il a dit, un football, lui, où il va avoir la possession, il va vouloir être proactif, donc être actif avec le ballon, c'est-à-dire plus être une équipe qui joue avec le ballon que sans ballon, et évidemment avoir une équipe offensive. Donc voilà, il a dit que ça collait aussi avec l'esprit, on va dire, du club, la philosophie, ce football un petit peu offensif qu'on a connu il fut un temps. Et il a parlé, évidemment, il a eu un mot pour la Masia, il a dit qu'on avait donc un gros centre de formation, un centre de formation de qualité. On connaît tous la Masia, de toute façon, la Masia est connue dans le monde, évidemment. Et il a dit qu'il allait faire confiance, qu'il y avait des talents. On sait aussi, on a eu des infos là-dessus, que Flick, il a surveillé aussi l'équipe B dans un premier temps pour voir un petit peu sur qui il pouvait compter, peut-être en pré-saison, peut-être pour la saison prochaine, à voir. Ça parle de Casado, ça parle d'Andrés Cuenca aussi, défenseur peut-être un petit peu méconnu, mais un très bon défenseur central aussi. Il a parlé de Marc Bernal aussi. Enfin, en tout cas, c'est les trois joueurs qui ressortent. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est les trois noms qui sont sortis, Casado, Bernal et Cuenca. Cuenca qui joue pas forcément avec la B, qui est encore avec les juvéniles, mais bon, bref. Preuve que Flick, donc, s'est renseigné aussi sur les jeunes et qui compte aussi sur les jeunes. On sait que aussi, quand il était au Bayern, il faisait confiance. Il a lancé pas mal de jeunes aussi. Je sais pas si c'est des jeunes qui venaient d'être signés ou alors des jeunes uniquement de centre de formation, c'est peut-être un petit peu des deux, mais on a vu qu'il a lancé pas mal de jeunes. Il en a pas lancé autant que Xavi, mais comme on l'a dit, c'était pas le même contexte. Le Bayern n'avait pas la même équipe, tu pouvais pas te permettre d'avoir que des jeunes parce que les mecs n'étaient pas au niveau. Il y avait le Bayern, quoi. Là, au Barça, il a lancé beaucoup de jeunes, mais aussi parce que la situation veut qu'on était un petit peu obligé. Donc ça, déjà, on efface ces questions, ces potentiels problèmes. Est-ce qu'il va compter ou pas sur les jeunes? Oui, il va compter sur les jeunes, je pense. De toute façon, comme je l'ai dit, quand un coach arrive au Barça, il sait déjà qu'il est un petit peu obligé de compter sur les jeunes. Maintenant, il y a fameuse ADN Barça, philosophie Barça. Déjà, le fait qu'il y ait un coach allemand, déjà pour le Barça, pour le message que ça envoie et le projet, tout ça, l'image, de changer aussi, de faire venir un coach allemand, alors que c'est à peine le troisième allemand qui a entraîné le Barça, qui va le faire, parce qu'il n'a toujours pas entraîné le Barça, mais vous m'avez compris, troisième coach allemand seulement dans toute l'histoire du Barça. Ça montre aussi que la direction a envie un petit peu de prendre un petit virage aussi peut-être et d'aller de l'avant. Peut-être aussi. Donc la vraie question c'est, est-ce qu'il serait pas temps aussi d'aller un petit peu de l'avant? Pour moi, la philosophie du Barça, l'ADN Barça, je ne le remettrai pas en cause. Déjà, pour moi, le jeu de position, c'est la meilleure manière de jouer au football. Il y en a qui ne sont pas de cet avis, il y en a qui le sont. Moi, c'est mon avis en tout cas. Le jeu de position, donc il y en a qui ne savent pas ce que c'est, évidemment, qui disent ouais, non, je veux pas ça. Bon, c'est pas grave. Il faut s'intéresser aussi un petit peu à ce qu'on voit sur le terrain. Mais le jeu de position, pour moi, est la meilleure manière de dominer et de jouer au football. C'est comme ça, c'est mon avis. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières de pratiquer ce football. Il n'y a pas qu'une seule manière. J'ai déjà donné un exemple très simple. Le football, les types, le Barça en tout cas, parce qu'on a connu très bien le Barça des différents Barça. Le Barça de Guardiola et le Barça de Luis Enrique, par exemple, pas les mêmes profils de joueurs sur le terrain, pas les mêmes, la même manière d'appliquer le football, le jeu de position, mais ça reste la même philosophie. C'est juste que c'est pas appliqué de la même manière. Les actions sont pas construites pareil. On avait un Barça beaucoup plus vertical et avec un jeu beaucoup plus direct sous Luis Enrique, avec des mecs comme Messi, Neymar et Suarez devant, forcément, avec un mec comme Rakitic au milieu, qui était un petit peu plus box to box, c'était pas le même profil que Xavi évidemment, et un Barça de Guardiola qui était beaucoup plus patient, qui faisait beaucoup plus tourner la balle, tout ça. Donc voilà, pour dire juste qu'il y a différentes manières d'amener ce football-là, et pourtant ça reste la même philosophie dans les grandes lignes, on va dire. Dans les grandes lignes, on a le contre-pressing, de l'intensité, récupérer le ballon le plus vite possible.
Ça, on l'a eu plus ou moins sous certains coachs. Évidemment, Guardiola. Luis Enrique voulait, je crois, récupérer encore plus vite la balle que Guardiola. Il y avait une histoire de secondes. Alors, j'ai plus les secondes, vous allez sûrement me le dire en commentaire. Mais on va dire que Guardiola voulait récupérer le ballon en 7 ou 8 secondes. 7 secondes, je crois. Luis Enrique disait en 5 secondes. Donc, tu as des coachs qui sont là. Ben, moi, je veux récupérer le ballon en 3 secondes. C'est l'objectif donné aux joueurs, tu vois, pour mentalement leur dire t'as 3 secondes pour récupérer le ballon. Donc, direct, perte de balle, tout le monde se jette dessus, tu vois, pour que vous ayez l'image du truc. Donc, contre-pressing, possession évidemment et jeu offensif, on va dire. Plus un jeu offensif que défensif, évidemment. Donc ça, c'est une manière assez globale de voir le jeu, la philosophie du Barça, mais en gros, bah, c'est le concept là de jeu, on va dire. Ça s'appelle comme ça, je sais pas, j'ai pas trop les mots. Eh bien, c'est la vision du football de Flick aussi. Je pense que le Barça a dernièrement assez peut-être un peu trop regardé vers le passé et a essayé de recycler certaines choses. C'est peut-être un petit peu ce qu'on a voulu faire avec Xavi, même si au final, quand on regarde le football de Xavi, c'est un jeu assez encore plus vertical que celui de Luis Enrique, encore plus direct sur le papier, en théorie, je le dis bien, forcément. Je l'ai déjà dit, mais pour certains, c'est compliqué de le comprendre. Il y a ce que le coach veut mettre en place et ce qu'on voit sur le terrain. Si le coach n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut, c'est un échec dans un premier temps, mais ça veut pas dire que ce qu'on voit sur le terrain, c'est ce que le coach a imaginé dans sa tête, tu vois. Il y a les coachs qui ont une vision de jeu et qui arrivent à l'appliquer. Il y en a qui n'arrivent pas forcément à appliquer exactement ce qu'ils veulent faire, tout simplement. Donc dans la vision un petit peu de football, comme je l'ai déjà dit, la vision de Flick se rapproche plus de celle de Xavi que de celle de Guardiola, par exemple. Je l'ai déjà expliqué, il y en a qui ont rigolé de ça en cachette. Regardez ce qu'il a dit. Même pas de ma faute, ça prouve encore une fois que vous ne connaissez pas le coach que vous voulez voir à la tête du Barça. Donc on a parfois trop essayé de recycler nos anciennes gloires du passé, j'ai envie de dire. Après, ne vous y trompez pas les amis. Si vous me dites là tout de suite, Guardiola revient, je signe tout de suite. Et s'il faut ramener Flick à l'aéroport, je le ferai. Pour Guardiola, il n'y a pas de problème. Mais il est temps aussi, je pense, d'essayer d'autres choses. Tout simplement, une autre manière de voir le football. Peut-être pour aussi changer notre mentalité, la mentalité qu'on a depuis certaines années. Alors cette question de mentalité-là, évidemment, elle fait débat. Parce que pour la plupart des supporters qui voulaient voir venir Flick, ils nous parlaient de cette fameuse mentalité allemande. Alors évidemment, ramener la mentalité allemande, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas le dire forcément, parce que quand tu dis ça, ça passe mal, évidemment, parce que si tu n'es pas d'accord, c'est même pas si t'es pas d'accord avec le principe, c'est juste que tu vas leur dire oui mais ramener la mentalité allemande les gars, sur le principe ça ne veut rien dire, mais ça serait compliqué, ça serait un petit peu parler dans le vide aussi. Mais il faut changer de mentalité, l'approche, on a vu une équipe qui baissait beaucoup trop les bras ces derniers temps, et peut-être que Flick va aussi amener cette manière de voir les choses, pas forcément parce que Flick représente la mentalité allemande, la mentalité du Bayern, parce que comme je l'ai dit, la mentalité allemande c'est la mentalité allemande, c'est plus le Bayern que Flick, mais en soi Flick est un Allemand, et évidemment les Allemands ne pensent pas pareil. Moi j'ai déjà fait l'expérience, je suis déjà allé en Allemagne pendant un certain temps pour travailler, quand j'étais en cours, bref, ce n'est pas le débat, mais on voit que les Allemands, eh bien, ils travaillent pas de la même façon, ils n'étudient pas de la même façon aussi quand on va à l'école en France et on va à l'école en Allemagne. C'est pas les mêmes heures, c'est pas la même manière de travailler, c'est pas les mêmes conditions, tout ça en fait, et c'est pas du tout la même mentalité, la même vision de voir le travail en fait, tout simplement. Donc en fait, avoir cette mentalité un petit peu différente aussi de Flick, ça va peut-être apporter quelque chose de positif aussi au Barça. Dans ce football-là, le football, comme a dit un grand sage, le football il a changé, le football moderne est un petit peu plus physique. Et quand je parle de physique les amis, ne me parlez pas de musculation parce qu'il y en a aussi encore une fois qui rentrent dans des débats qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire que ramenons Flick pour que nos mecs soient des bufflés, parce qu'ils prennent l'exemple de Goretzka, d'Alaba qui sont devenus des monstres physiques. Mais c'est pas ça vraiment ce qui est le plus important. Le plus important quand je dis physique, je parle d'endurance, je parle de principalement, et ça c'est important, de résistance à l'effort, c'est-à-dire pouvoir répéter les efforts pendant 90 minutes tous les 3 jours. C'est ça le plus important. L'exemple parfait, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva qui court pendant 90 minutes, qui n'arrête jamais de courir, et pourtant, est-ce qu'il n'a pas un muscle sur le corps, le Bernardo Silva? L'objectif, c'est pas d'avoir des muscles partout. Regardez Busquets, les amis. Parce qu'on parle aussi souvent de blessures, d'une équipe du Barça assez fragile, qui a besoin de se muscler pour ne pas se blesser. Ok, regardez Busquets. Busquets ne s'est quasiment jamais blessé de sa vie, il n'a jamais eu de muscle de sa vie. Alors peut-être que vous allez me dire, il ne peut pas avoir de blessure musculaire s'il n'a pas de muscle, c'est possible, mais en soi, vous voyez ce que je veux dire. Le but n'est pas d'avoir que des mecs baraques, tu vois, en soi. Et puis il y a certains joueurs comme par exemple Lamine Yamal, ça va pas forcément les aider d'être des Adama Traoré, tu vois, c'est pas ce qu'on demande à Lamine Yamal en soi, mais de travailler sur la résistance à l'effort, sur la préparation physique aussi pour
éviter le risque de blessure au maximum. Voilà, on sait que le Barça est fragile et peut-être que Flick va pouvoir aussi nous faire passer à un niveau supérieur dans tous ces domaines-là, quoi. Mais Flick, c'est pas non plus un magicien. Quand il était au Bayern, il y avait par exemple Thiago qui est souvent sujet aux blessures, et bien qui s'est souvent blessé aussi, même sous Flick. Donc quand tu as un joueur fragile qui a souvent des blessures, c'est pas parce que tu arrives et que tout le monde devient des monstres physiques que plus personne ne se blesse non plus. Je pense que je n'apprends rien à personne, mais on sait jamais. Il y en a certains qui ont peut-être tendance à l'oublier. Mais moi je pense que surtout, ce qui va faire peut-être le plus de bien à cette équipe, c'est le changement de méthode de travail tout simplement. Dans la préparation physique et mentale des matchs de la saison, ça peut faire du bien. Pour moi, ce qui est là le plus important, c'est, dans tout ce qui est domaine physique et mental, c'est la méthode de travail qui va changer. On passe vraiment d'une méthode totalement différente. On va avoir une méthode peut-être plus à l'allemande, alors qu'on avait une méthode un petit peu plus à l'espagnol. On a eu beaucoup de coachs espagnols ces derniers temps, mis à part Koeman. Et donc, toute cette méthode de travail va évoluer, va changer. Et peut-être que ça va nous faire aller un petit peu de l'avant aussi, et améliorer la manière de travailler du club tout simplement. Donc comme je l'ai dit, Flick n'est pas non plus un magicien, tout ne va pas changer du tout au tout en 2 semaines, il ne faut pas s'attendre à ça non plus, il faut un petit peu de patience et un petit peu de travail évidemment, laisser travailler le coach, c'est logique. Faut pas s'attendre à ce que Flick fasse un copier-coller du Bayern au Barça non plus, faut pas s'attendre à ce que le Barça joue comme le Bayern de Flick, il avait pas les mêmes joueurs, pas forcément les mêmes profils, pas la même équipe. Quand je dis la même équipe, je parle de vraiment collectivement, il avait une équipe qui était, comme je l'ai dit, déjà une machine en fait, demandait plus qu'à être rallumé, appuyer sur le bouton, le bon bouton pour faire remarcher cette équipe. Là le Barça là est loin d'être une machine huilée, quoi. Il y a 2-3 écrous par-ci par-là, mais c'est tout, quoi. Alors je sais que c'est à ce moment-là qu'on va me dire oh mais tu es un peu pessimiste, oh dis donc tu es pessimiste, arrête, parce qu'on n'est pas d'accord avec toi donc tu es pessimiste. C'est juste que je dis attention à ne pas avoir trop d'espoir aussi. Il faut aussi voir la réalité en face, juste être réaliste en fait, pas être pessimiste même. Je pourrais vous dire que tout va être parfait, que Flick va arriver, qu'au bout de 6 mois ou au bout de quelques mois première saison, on va gagner le sextuplé de manière très facile, les doigts dans le pif, les mains dans les poches, doigts de pied en éventail. Je pourrais vous dire tout ça, peut-être que ça serait vous faire plaisir, mais ça serait pas forcément rendre service à Flick. Et ce qui est drôle d'ailleurs dans l'histoire, c'est que je trouve que les plus grands fans de Flick ne lui rendent absolument pas service en fait, ou en tout cas ne lui rendent pas non plus hommage. Parce que ce que souligne la plupart des supporters qui veulent de Flick, c'est la mentalité. C'est-à-dire qu'on vient de finir une saison où le football a été plus que chiant, c'est vraiment emmerdé devant les matchs. Et là, ce qu'il faudrait à cette équipe, c'est pas forcément jouer au football, c'est la mentalité allemande. Un coach qui crie sur ses joueurs. On nous sort la vidéo, la fameuse vidéo à la mi-temps entre l'Allemagne et le Japon, où son équipe a été éliminée. Alors je trouve ça quand même mi-marrant, pas très futé de partager ça, parce que encore une fois ça n'aide pas forcément, ça ne vend pas ton coach. Et on voit le coach crier en allemand sur les joueurs. Donc ces supporters là qui avancent la mentalité sans parler de jeu, bah, ça rend pas hommage au coach. Ça veut dire que le jeu en fait que peut apporter Flick, ce qui est le plus important dans le football, hein, c'est le jeu. Je sais que la mentalité a une part très importante dans le foot, je l'ai répété de nombreuses fois. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, comme souvent. Mais avant tout, c'est le jeu et ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on propose. Tu vois, c'est ça le plus important. Mais la plupart des fans de Flick n'en parlent quasiment jamais en fait. Et ça, c'est un petit problème quand même. Donc quand je dis que de voir Flick crier sur les joueurs, ça n'avance à rien, c'est parce que déjà, alors je sais pas si je vais apprendre quelque chose, mais ça me paraît encore une fois, moi, assez logique. Mais quand tu manages une équipe, ou peu importe, des hommes en fait, des humains, des êtres humains en général, hommes ou femmes ou ce que tu veux, eh bien tu ne vas pas avoir le même discours en fait, ou tu vas pas avoir la même approche avec chaque joueur. C'est-à-dire que quand tu vas aller voir un joueur, si tu lui cries en allemand sur tous les joueurs un par un, eh bien il y a un joueur qui va être réceptif à ça, tu vois, tu vas lui crier dessus, il va être là, vamos, tu vois, un mec comme Gavi par exemple, tu vas lui hurler dessus, ça va le rebooster peut-être, parce qu'il a du caractère aussi. Un mec comme, je sais pas, des mecs qui semblent plus calmes aussi, après on les connaît pas, mais c'est pour donner un exemple, un mec comme Lamine Yamal, prenez l'exemple de Lamine Yamal, la plus grande pépite du Barça depuis des années. Tu arrives et tu lui hurles dessus parce qu'il a fait un mauvais match. Est-ce qu'il va être réceptif? Non, ça se trouve tu vas peut-être, j'irai pas jusqu'à détruire sa carrière, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, il y en a qui découvrent, qui vont peut-être le découvrir aussi, mais tu n'as pas la même approche avec chaque être humain. Il y en a qui vont être réceptifs, il y en a qui vont complètement se fermer si tu leur cries dessus. Il va falloir avoir plus de dialogue avec certains, moins avec d'autres. Être protecteur comme un père avec certains, moins avec d'autres aussi, peut-être avoir plus de distance, être plus professionnel. C'est logique, hein. Logique, mais bon, certains disent aussi déjà qu'ils sont contents. Alors je comprends l'engouement d'avoir un nouveau coach et tout ça, mais il y en a certains qui disent ça un petit peu en rigolant peut-être aussi, que Flick va arriver et qu'on va gagner le sextuplé. Vamos. Alors moi personnellement je suis pas contre, évidemment, qu'on gagne le sextuplé.
allons-y, avec plaisir, mais ce n'est pas à rendre service au coach non plus. C'est mettre une pression immense déjà sur l'équipe, poser des attentes énorme, immense, gigantesque sur les épaules du coach qui n'a même pas encore fait un seul entraînement, même pas une minute. Il a juste dit bonjour aux joueurs, c'est tout. Déjà, tu as déjà des attentes énormes, sextuplées, alors que le gars n'a pas fait un seul entraînement. Ça n'a pas de sens, messieurs, dames. Ça n'a pas de sens. Moi, je vous conseille de faire plutôt comme certains gros comptes sur Twitter qui avaient des belles propagandes sur Xavi, je tairai le nom, mais qui, avec grande discrétion, même si je pense que ça s'est vu quand même de loin, ont retourné leur veste tout simplement, qui nous disent maintenant que Flick a besoin de temps, il faut que l'équipe elle est en reconstruction et que Flick pour faire son travail va avoir besoin de temps. Alors évidemment c'était un discours totalement opposé quand ça concernait Xavi, c'est une évidence, mais ce n'est pas grave, comme je l'ai dit, veste réversible. Hop là, discretos, on n'en parle plus, c'est beaucoup plus simple les amis, beaucoup plus simple. Je vous conseille de retourner votre veste assez rapidement, comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc on va y venir un petit peu aussi avec l'équipe, quelle équipe va pouvoir jouer sous Flick on va dire, à quoi va ressembler l'équipe de Flick. Comme je l'ai dit, le Bayern était un contexte bien différent de celui du Barça. On sort des infos un petit peu en disant que Flick, il est très content de l'équipe qu'il a, qu'il va pouvoir bosser avec elle, c'est possible, donc déjà on a des petites infos qui nous tombent par-ci par-là, comme quoi on ne pourra pas faire de mercato. Donc c'est bien, on nous dit Kimmich, voilà, Flick veut faire venir Kimmich, il veut faire venir machin. Et c'est un grand fan de Musiala et Wirtz, mais ils ne pourront jamais venir, c'est ça l'info qui nous sort. Merci les gars, ça me fait plaisir de savoir qu'il est fan, parce que et en plus de ça qu'on peut pas les acheter, parce qu'on savait, tout le monde aime bien Musiala et Wirtz, tout le monde considère que c'est des bons joueurs, et tout le monde sait qu'on peut pas les acheter, donc jusque là les infos elles servent à rien. Mais bon, merci quand même de nous l'avoir dit. Donc à quoi pourrait ressembler l'équipe de Flick? Eh ben ça sera sensiblement un petit peu la même qu'on a eu cette saison, mais on y va. On va voir ça. Voilà, donc je vous passe les détails sur ouais, il va vouloir vendre un tel, il va vouloir garder un tel. Ça, on n'en sait rien. On a beau parler ou dire ce qu'on veut, ça ne sert à rien en soi. Ça se trouve, il va garder les joueurs parce qu'on ne pourra pas les vendre. Ça se trouve, l'anglais sera titulaire parce qu'on ne pourra pas le vendre. Non, je plaisante quand même. On va pas aller aussi loin. Donc, le Flick, le 11 de Flick, comme je le vois, alors évidemment, on voit Gavi et on voit Baldé qui sont blessés actuellement. Bon, Frenkie aussi, mais gravement, on va dire. Qui, pour moi, serait titulaire en termes de profil. Mais voilà, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Est-ce que Frenkie ou est-ce que Ronald vont partir du club? Je n'en sais rien. Je pense que Flick compte sur Ronald et compte sur Frenkie. C'est des joueurs qui s'adapteraient, à mon avis, parfaitement aussi au jeu de Flick, surtout Ronald, qui sait défendre ou qui sait en tout cas faire des fautes et prendre des cartons rouges quand il y a beaucoup d'espace dans son dos. Je ne sais pas si Flick voudra des cartons rouges, mais en tout cas, il aura besoin d'un défenseur comme Ronald qui, généralement, est plutôt bon quand même pour défendre quand il y a beaucoup d'espace. Donc, j'ai enlevé Koubarsi titulaire. J'ai considéré que Christensen serait peut-être titulaire, repasserait titulaire devant Koubarsi dans une saison un petit peu normale où Christensen n'est pas obligé de jouer au milieu. Mais on n'en sait rien, peut-être que Christensen sera vendu. Donc voilà, je ne peux pas faire de prévision, je ne suis pas devin. Donc on partirait sur un 4-2-3-1 assez classique sous Flick. C'est plus ou moins ce que faisait Xavi, avec comme animation, tout simplement soit un ailier qui rentre un petit peu dans l'axe, Lamine qui rentre un petit peu dans l'axe et Rafinha qui rentre dans l'axe, des latéraux qui prennent l'aile. Alors avec Koundé ça risque d'être un petit peu différent parce que ce n'est pas un latéral offensif, mais on a vu Flick qui faisait ça aussi avec Kimmich, qui n'est pas forcément un ailier qui a débordé un petit peu, donc pourquoi pas, je ne sais pas, et tout simplement voir quelque chose comme ça, d'assez offensif, une ligne de 5 avec un double pivot et 2 défenseurs. Donc vous allez me dire ça a une forme un peu chelou, oui, mais c'est des choses qu'on a déjà vues sous Flick avec le Bayern. C'est une possibilité. Maintenant, si Koundé joue un petit peu moins haut et joue un petit peu comme ça, eh bien on pourra avoir Lamine qui colle et un petit peu plus un truc comme ça. Chose que ce qu'on a vu sous Xavi, parce que comme je l'ai dit, eh bien Flick, et c'est pas forcément en termes d'animation non plus, c'est pas hyper différent de ce que faisait Xavi. À voir pour le latéral droit, ça reste une grande interrogation. Si on fait venir un latéral droit plus offensif, eh bien par exemple Christensen, si jamais il est vendu, on aura à mon avis une défense Koundé-Araujo, évidemment si Araujo reste là, et par exemple je pense, ça c'est un autre avis de ma part, je n'en sais rien mais c'est une possibilité, que Casado soit utilisé un petit peu comme Kimmich a pu l'être sous Flick, comme Casado a pu l'être sous Marquez aussi cette saison quand il manquait un latéral droit avec l'AB. C'est-à-dire un Casado qui joue en phase défensive comme latéral droit et en phase offensive qui vient au milieu, qui vient un petit peu soutenir ce milieu de terrain là. Donc on va repartir quand même
même avec la compo de base. Hop. Donc concrètement, si on veut un petit peu transposer cette équipe du Barça à celle du Bayern de Flick, on pourrait dire que Frenkie aura un peu le rôle qu'avait Kimmich. C'est-à-dire un joueur qui redescend vachement aussi faire les sorties de balles, ou comme Thiago aussi le faisait par moment. Donc des latéraux qui montent, des défenseurs qui s'écartent et un Frenkie assez bas. Gavi aura peut-être un rôle style, bon par moment comme Kimmich qui grattait beaucoup de ballons et qui était très agressif, qui débarquait de nulle part un petit peu pour presser dans le dos pour gratter un ballon. Donc ça c'est très possible. Donc Gavi peut-être un petit peu un mélange de Kimmich et de Goretzka. Donc vous allez me dire, il y a pas de 6. Eh bien non, il n'y a pas de 6 parce qu'on pourra peut-être pas en acheter un déjà de base, et aussi parce que tout simplement je pense que Flick ne joue pas forcément avec un 6, enfin en tout cas quand il joue au Bayern, on l'a vu tout à l'heure en analyse en image quoi, contre le PSG, le double pivot c'était Thiago Goretzka. Alors vous allez me dire que Goretzka est un milieu défensif. Pas vraiment en soi, c'est un milieu de terrain box to box, voilà, assez costaud certes, qui a plus peut-être de qualité défensive qu'offensive, mais ça reste pas non plus vraiment un pivot, Goretzka. Ça reste pas un milieu défensif qui va rester dans cette zone et faire le jeu, voilà, pas forcément. Celui qui faisait le jeu, c'était plus Kimmich ou Thiago, et Goretzka était plus là, le côté physique en fait, le côté agressif, le côté s'il faut presser, s'il faut se projeter aussi, parce qu'on a quand même une équipe du Bayern qui se projetait vachement avec des doubles pivots qui se retrouvaient à l'entrée de la surface et à marquer. Ça c'était ça arrivait très souvent. Vous voyez souvent Thiago ou même Kimmich marquer alors qu'il jouait dans un double pivot, même Goretzka, Tolisso aussi, qui jouait dans un double pivot à un moment aussi, par moment sous Flick, on l'a vu déjà à l'entrée de la surface marquer des buts, ça c'est pas un souci. Quand l'équipe se projette vers l'attaque, tout le monde se projette un peu, même les doubles pivots, donc voilà. Steve, comme je l'ai dit, donne beaucoup d'espace dans le dos. Donc si on doit encore transposer le jeu, eh bien on va avoir un Baldé qui va ressembler en termes de profil, en termes de qualité plus que de profil en vrai, mais qualité à Alphonso Davies, un latéral gauche très puissant, très rapide. Maintenant Alphonso Davies c'est quand même autre chose, c'est plus dribbleur, il y a plus de qualité on va dire dans les dribbles que Baldé, même si Baldé est très bon quand il est lancé, mais quand il est arrêté c'est différent. Mais un Baldé un petit peu comme Alphonso Davies, un Baldé aussi qui va peut-être profiter de l'arrivée de Flick pour être un petit peu plus développé. Je pense que Baldé, son développement sous Xavi n'a pas été forcément bon, on l'a vu cette saison où Baldé devenait plus un problème qu'autre chose parce qu'il n'apportait plus rien dans son couloir, on le sentait un petit peu perdu aussi. Peut-être que Flick va réussir à développer un peu mieux Baldé, résoudre un petit peu entre guillemets le problème Baldé, forcément parce qu'il n'y a pas forcément de problème, mais mal compris, essayer de développer un peu mieux le joueur. Gavi aussi va gagner avec l'arrivée de Flick, il va peut-être se développer un peu à l'image de ce qu'on a vu avec Kimmich ou avec Thiago sous Flick, parce que comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent la mentalité allemande de Flick, et on parle pas de son jeu ou de sa qualité humaine pour développer les joueurs, et ce qu'on peut remarquer aussi c'est que Kimmich il a énormément évolué sous Flick, et que Thiago aussi a joué la meilleure saison de sa carrière sous Flick quand ils ont gagné la Ligue des Champions contre le PSG. Donc le rôle de Gundogan sera probablement un peu le rôle aussi de Müller, que Müller avait, donc très offensif comme deuxième attaquant. Évidemment, je pense que Gavi pourrait même jouer aussi ce rôle-là, parce que Müller c'était aussi le premier à faire un pressing très agressif et vraiment faire beaucoup d'efforts dans le pressing, ce que ne fait pas forcément Gundogan aussi. Donc on peut tourner aussi entre Gundogan et Pedri, ça c'est une possibilité. C'est une possibilité aussi de voir Pedri plus bas et Gavi plus haut. Alors je dis pas que je suis fan forcément, mais c'est une possibilité. À voir comment va développer aussi ça, je suis très curieux de voir qu'est-ce que va faire Flick avec De Jong. De Jong, on attend tous qu'il performe, qu'il devienne le joueur qu'il est censé être depuis qu'il est arrivé. Ça commence à faire long. Est-ce que Flick va arriver à sublimer Frenkie? J'ai hâte de voir ça aussi. Donc voilà, sensiblement l'équipe ressemblera à ça si on n'achète pas de nouveaux joueurs. Donc vous allez me dire c'est quasiment la même chose que ce qu'on avait sous Xavi. Bah oui, c'est pas une surprise. Pour moi personnellement, on va voir le mercato, c'est pas une vidéo mercato pour dire on va acheter tel joueur et tel joueur, donc ça n'aurait pas de sens. Il y en a qui sous-estiment un peu Inigo Martinez, je pense qu'Inigo Martinez peut avoir un rôle à jouer aussi dans cette équipe parce que Inigo Martinez joue beaucoup long, énormément de transversal pour Lamine Yamal, et quand on voit Alaba aussi sous Flick, il jouait exactement comme ça, il jouait énormément de ballons longs. Souvent on avait Alphonso Davies qui était là, le milieu qui était là, Alaba qui était ici, et on avait l'ailier qui venait là. Alaba il jouait souvent sous l'ailier, ou alors il avançait un petit peu et il balançait sur l'ailier côté opposé. Au lieu de faire des passes courtes, il jouait pas forcément court. Donc Inigo Martinez qui a ce style aussi là, qui a une qualité de jeu long, il pourra peut-être avoir un rôle à jouer aussi sous Flick.
Comment ne pas parler aussi de Fermin Lopez, qui va être potentiellement aussi peut-être un grand gagnant aussi de l'arrivée de Flick, parce que c'est typiquement un profil que Flick aime bien. Rafinha aussi, c'est des joueurs qui sont très verticaux, qui ont un jeu très direct, qui sont toujours à jouer vers l'avant. Et ça, Flick, on sait qu'il aime bien. En tout cas, quand on voit ses équipes, on se doute qu'il apprécie ce type de joueur. Donc j'ai hâte de voir aussi Fermin, comment il va être développé, quel rôle il va avoir aussi la saison prochaine. Puis voilà, et puis évidemment Lamine Yamal, bon Koubarsi, j'en parle pas parce que je vais pas citer tous les joueurs non plus. Il y a Victor Roque aussi qui aura peut-être sa carte à jouer, qui a un style plus vertical et tout ça. Lewandowski, Flick, il va avoir une drôle de surprise quand il va avoir le Lewandowski qui est là. C'est plus le Lewandowski du Bayern, mais Lamine Yamal, évidemment la plus grosse pépite du Barça. J'ai hâte de voir aussi comment il va être utilisé, comment il va être développé. Espérons qu'il ne prenne pas trop de muscles. Le but, c'est pas que Lamine Yamal devienne Adama Traoré, comme je l'ai dit, le but c'est que Lamine soit Lamine. Donc voilà, il a été plutôt bien développé avec Xavi, Lamine. Je trouve qu'il s'est énormément amélioré par rapport au début de saison. Donc on va voir quelle dimension il va prendre sous Flick, mais pareil, j'ai hâte de voir ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Ça fait long, ça fait beaucoup. Je crois que ça fait à peu près 1h30 que je tourne, donc je vous avoue que un peu fatigué, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, j'ai oublié certaines choses. Il y a beaucoup de choses sûrement dont j'ai pas parlé, que j'ai oublié. Peut-être des choses dont j'ai volontairement pas parlé, comme je l'ai dit, les mercatos que pourrait faire Flick, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'était vraiment d'avoir un état des lieux, quoi, on va dire. Un état des lieux, et puis après on verra par la suite d'autres sujets qu'on pourra aussi développer. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a rassuré ou qu'elle vous a fait prendre un petit peu de recul aussi pour certains qui sont surexcités. L'objectif n'est pas de tomber sur qui que ce soit, l'objectif c'est de voir un petit peu la réalité de la chose, un petit peu la réalité de la situation, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, on se dit à la prochaine, ciao ciao.